Donc effectivement, on va discuter de l'utilisation de la vasopressine principalement dans le choc septique. Alors le topo que j'ai préparé, il est en anglais, mais bien sûr, je fais la présentation en français. Alors mes conflits d'intérêts, voici. Évidemment, j'ai quelques conflits d'intérêts, notamment avec Amomed, qui appartient au groupe AOP et qui commercialise la vasopressine. Mais ce que je vais vous raconter là n'est pas vraiment sous-tendu de vrais conflits d'intérêts. La première des choses qui revient en fait dans la bouche des internes, c'est vous allez utiliser de la vasopressine, c'est de la DH. Et en fait, on a du mal à comprendre pourquoi on utilise une hormone qui est antidiurétique, puisque son nom transparaît de lui-même, et qui potentiellement retiendrait de l'eau en état de choc septique chez des malades qui potentiellement ont déjà une insuffisance rénale aiguë et ont une diurèse qui serait cassée. La deuxième chose et le deuxième problème, en tout cas à appréhender, c'est finalement c'est quoi la vasopressine et c'est quoi l'ADH, parce qu'il y a plusieurs types de molécules qui ressemblent un peu et donc on va expliciter un petit peu. Donc la vasopressine, c'est finalement euh, une association entre arginine et vasopressine, donc qui s'appelle l'argipressine, et c'est un oligopeptide qui contient à peu près 9 acides aminés, donc vous voyez, ce n'est pas grand-chose, et il a une structure qui est similaire à celle de l'ocytocine. Donc l'ocytocine, l'hormone, vous le savez, du bonheur. Cet oligopeptide, il a finalement une demi-vie assez courte, entre 5 et 15 minutes, mais elle est quand même supérieure, cette demi-vie, à celle de la noradrénaline. Et donc, ça le rend potentiellement, je dis bien potentiellement, un tout petit peu moins maniable. Et de cette molécule originale, il y a eu un certain nombre d'analogues qui ont été finalement fabriqués, où on va changer à chaque fois un petit peptide, un petit acide aminé dans ce peptide. Et vous connaissez probablement la terlipressine, qui est utilisée dans les syndromes cardio-rénaux des insuffisants hépatocellulaires, par exemple, ou la desmopressine qu'on utilise principalement chez les patients ayant finalement une insuffisance anti-hypophysaire. Et la particularité de ces deux petites molécules qui sont des analogues d'allargipressine, c'est qu'elles vont avoir des actions sur les récepteurs qui sont un petit peu différents. C'est les mêmes récepteurs, mais l'affinité pour les récepteurs va varier grandement. Si on prend le cas de la desmopressine, par exemple, vous avez 10 fois plus d'affinité pour les récepteurs rénaux à l'ADH que la vasopressine. Et sa demi-vie est nettement allongée. Et à contrario, vous avez un effet vasopresseur de la desmopressine qui est 1500 fois moindre que celui de la vasopressine. Et c'est donc ça qui explique son utilisation, bien entendu, dans les syndromes néphrotiques d'origine, les syndromes diabète insipide d'origine centrale. Pardon. Et puis, vous avez un autre analogue qui est la terlipressine. Et là, finalement, c'est une prodrogue. Vous remplacez juste un peptide par un autre. Et en l'occurrence, c'est la glycine qui est remplacée par la lysine. Et cette prodrogue va être convertie en lipressine. Et la particularité, c'est que grâce à ce petit changement d'acide aminé, sa demi-vie va être très, très largement augmentée, à peu près à 6 heures. Alors, la particularité de cette vasopressine, c'est qu'elle va avoir des actions un petit peu différentes parce qu'elle n'est pas sur les récepteurs conventionnels alpha-bêta, évidemment, adrénergiques qu'on connaît. Allô? Oui, mais elle va passer par des récepteurs qui sont dits V1, qui sont exprimés principalement sur les muscles lisses, les plaquettes et au niveau du tronc cérébral. Et cette action V1, elle est prédominante sur la vasoconstriction, l'agrégation plaquettaire et une partie sur la glycogénolyse. Le deuxième récepteur très important sur lequel agit la vasopressine, c'est les récepteurs donc AVP2,
qui se trouvent, eux, au niveau du tube collecteur, donc du rein, et ils vont avoir pour principaux effets de faire de la rétention hydrique principalement et de stimuler la synthèse d'insuline. Et puis, le récepteur V1B, qui est entre autres appelé V3, lui, il sert plutôt au rétrocontrôle pour la synthèse et la modulation d'ACTH. Et en plus de tous ces trois récepteurs-là, il y a une autre partie dont je ne vais pas détailler parce que ça n'a pas spécialement d'intérêt pour ce topo, mais une action sur les récepteurs de l'ocytocine. Alors évidemment, l'arginine, enfin l'argipressine, elle n'a pas le même ratio des récepteurs, sur les récepteurs V1 et V2 que par exemple la terlipressine. Et en fait, c'est ce qui explique que l'action vasoconstrictrice de la terlipressine est bien plus importante que ne l'est celle de la vasopressine en elle-même. Alors, c'est vrai que je vous ai parlé de cette action dite antidiurétique. En réalité, nous, dans l'état de choc, et notamment l'état de choc septique, il y a deux choses qui nous intéressent. Un, c'est l'augmentation de la pression artérielle. Donc ça, on l'a détaillé, on va le détailler juste dans la slide suivante sur son action sur les muscles lisses. Et deux, c'est l'augmentation de la diurèse qui peut être paradoxale puisque c'est une hormone qui est dite antidiurétique et elle est principalement liée finalement à l'augmentation de la pression globérulaire en fait dans cette capsule de Bowman qui va augmenter la pression de filtration par une vasoconstriction de l'artériole efférente au niveau rénal. Et bien sûr, sa dernière action, c'est le recrutement des aquaporines 2 au niveau du tube collecteur. Et paradoxalement, donc je dis beaucoup de fois paradoxalement parce que c'est vrai que c'est assez paradoxal, mais finalement cette action de promotion de la diurèse, elle est beaucoup plus importante par l'effet vasoconstricteur que la rétention hydrique et donc la réabsorption hydrique. Alors, ces récepteurs, ils ont une petite particularité. Je vous l'ai dit, c'est que les récepteurs V1 et V3, ils marchent à peu près de la même manière. Ils sont liés, couplés à la protéine G, ce qui est un peu finalement le cas de certains récepteurs adrénergiques. Et ils vont avoir pour but d'augmenter la concentration intracytoplasmique de calcium et de favoriser l'entrée du calcium en intracytoplasmique. Bien sûr, le récepteur V2, lui, il est totalement différent puisque déjà, il est exprimé qu'au niveau du rein. Mais lui, il va augmenter l'activation, enfin l'adénylcyclase, l'activité de l'adénylcyclase et l'activation, finalement, vous le voyez ici, des aquaporines de type 2. Alors pourquoi c'est intéressant comme drogue et notamment comme vasoconstricteur? Parce que si on s'intéresse à des études qui sont un peu plus expérimentales, donc ça, on a prélevé des artères humaines radiales et au niveau des artères et également des artères pulmonaires, et on les a soumises à des concentrations différentes, donc c'est des logs, des concentrations différentes, et on étudie finalement leur contractilité à ces artères-là sous ces médicaments. Donc la première, c'est donc la figure A, où on va finalement perfuser des concentrations extrêmement faibles, infinitésimales de vasopressine, et vous voyez qu'il y a une contraction qui est relativement linéaire. Alors, il faut les considérer linéaires parce que c'est des échelles logarithmiques, mais assez linéaires de réponse à la concentration de vasopressine, et donc il y a une bonne contraction de ces artères radiales. Vous voyez l'effet avec d'autres vasopresseurs comme comme la noradrénaline ou la phényléphrine et le métaraminol. Donc le métaraminol, ce n'est pas une drogue qu'on utilise beaucoup, mais dans les pays de l'Est, je crois qu'ils l'utilisent encore. Et donc vous voyez qu'il y a également une contraction de ces artères radiales. Et quand on passe finalement sur les vaisseaux pulmonaires, alors que la norépinéphrine, donc la noradrénaline, a toujours une action de contractilité sur ces artères pulmonaires, eh bien, il ne se passe strictement rien avec la vasopressine, ce qui traduit le fait qu'il n'y a pas de récepteur à la VP sur ces artères pulmonaires. Alors, c'est intéressant parce que
Pour des malades, par exemple, qui auraient une défaillance droite ou qui auraient déjà une HTAP très importante, eh bien oui, rajouter un vasoconstricteur n'est peut-être pas, enfin un vasoconstricteur catécholaminergique, comme on les connaît, n'est peut-être pas finalement le plus physiologique. Alors pourquoi est-ce que la vasopressine serait intéressante dans l'état de choc septique? Eh bien, vous le savez, l'état de choc septique il va stimuler une réponse bêta-adrénergique qui est plutôt assez importante et les catécholamines que vous rajoutez en plus de cette réponse, eh bien, ils vont agir aussi sur des récepteurs bêta-adrénergiques en plus des récepteurs alpha-adrénergiques. Donc, vous êtes déjà un peu tachycarde et vous n'avez pas que de l'effet alpha, bien sûr, vous avez une partie d'effet bêta. Le problème des catécholamines, et ça a été beaucoup mis en évidence dans des études qui sont plutôt des études expérimentales, cellulaires, c'est qu'il va avoir une activité d'immunomodulation. Et une activité d'immunomodulation qui n'est pas une activité stimulante, mais plutôt inhibitrice, et donc qui va potentiellement ralentir la clairance bactérienne avec une anomalie dans la balance de répartition TH1, TH2 des lymphocytes et une inhibition de l'IL-12. Et l'autre versant, c'est que dans le sepsis et le choc septique, vous avez une cardiomyopathie septique ou en tout cas un stress, un stress qui peut être induit, qui peut être tellement important que vous pouvez avoir des dépressions myocardiques. Et puis, vous pouvez avoir tout un tas de phénomènes, ça vous les avez tous vus, de tachyarrhythmie, notamment l'AFA est la principale manifestation. Et donc, vous rajoutez de la stimulation bêta à des organes qui sont déjà hyper stimulés par cette activation en réponse au sepsis. Et donc, potentiellement, les catécholamines ont un effet négatif sur finalement cette overstimulation, comme ils appellent ça, sympathique. Et si on s'intéresse encore au niveau expérimental sur l'overstimulation, eh ben, on s'aperçoit que, par exemple, les cardiomyocytes, ils sont très sujets à la nécrose lorsque vous perfusez des hautes doses de norépinéphrine, enfin de noradrénaline, un peu moins d'épinéphrine et encore un peu moins d'isoprénaline. Mais il y a très, très peu finalement d'apoptose. Donc, c'est beaucoup de nécrose, peu d'apoptose. Et donc, on sait que les catécholamines, c'est des cardiomyocytes stressés, vont potentiellement migrer vers la mort cellulaire. Et donc, la question qui est finalement posée, c'est est-ce que si on ajoute un autre vasopresseur qui n'est pas catécholaminergique, est-ce que finalement on aurait moins d'effets secondaires? Est-ce que ça protégerait certains organes? Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans les slides suivantes. Le dernier intérêt d'utiliser de la vasopressine, en tout cas sur le papier, c'est que dans le choc septique, on est tous d'accord qu'on fait du support d'organes et notamment on supporte de façon assez intense finalement la fonction endocrinienne. Vous le voyez bien, il y a beaucoup de malades qui vont avoir de l'insuline. On va avoir quand même un support qui va remplacer la glande surrénale, hein, puisqu'on va donner des corticoïdes qui ont à la fois une action minéralo et gluco, notamment avec les l'hémisuccinate et la fludrocortisone. Et puis la partie de la médulo-surrénale avec l'administration de norépinéphrine. Et finalement, quand on s'intéresse à ce que devient la vasopressine et donc les hormones antihypophysaires ou post-hypophysaires, pardon, eh bien, on s'aperçoit qu'il existe une défaillance qui est relative initialement en vasopressine dans l'état de choc septique. Et ça a été très bien mis en évidence il y a déjà un certain nombre d'années, puisque c'était en 1997, vous voyez, sur une étude finalement assez basique où ils ont comparé deux types d'états de choc, un état de choc septique et un état de choc cardiogénique. Et ils ont mesuré les taux de vasopressine sanguine. Alors, vous voyez que dans l'état de choc cardiogénique, le taux de vasopressine est relativement conservé. Puis dans le choc finalement septique, il est complètement effondré. Et donc, si on s'intéresse à ces valeurs mesurées, eh bien, oui,
la vasopressine, au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire de l'évolution du sepsis au sepsis sévère et au choc septique, vous voyez son taux décroître, alors qu'en parallèle, le taux de réponse et de noradrénaline, lui, il augmente de façon très importante. Et donc, ces deux molécules évoluent finalement de manière différente et potentiellement inversées. Ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que la vasopressine, finalement, elle a peu ou pas d'effet si on la perfuse à des gens qui sont sains, puisque les récepteurs vont être saturés de vasopressine et il y aura finalement très, très peu d'effet. Donc, vous comprenez bien qu'il y a peut-être une certaine logique, en tout cas un rationnel physiologique, à supplémenter des taux qui sont relativement bas. Alors, on ne traite pas évidemment une biologie, on ne traite pas un chiffre, mais dans le rationnel, on sait qu'il y a potentiellement une déficience en vasopressine et qu'elle va être consommée, que les stocks ne se renouvellent pas aussi rapidement que peuvent le faire, par exemple, la norépinéphrine. Mais il y a toujours un pendant à tout ça, c'est que too much of a good thing, c'est jamais trop bon. Et vous savez que finalement, la limite est parfois ténue entre avoir juste la bonne dose et avoir trop de cette molécule, puisque la crainte principalement liée à l'utilisation de la vasopressine, c'est la crainte de l'ischémie digitale et éventuellement des amputations des extrémités. Ce qu'on sait de la littérature, c'est que la vasopressine est relativement safe en utilisation pour des doses qui sont inférieures ou égales à 0,04 unités par minute, voire 0,06 unités par minute. Et c'est à une seule condition, c'est d'avoir bien sûr eu un remplissage vasculaire qui est adapté pour le maintien du débit cardiaque. Alors, est-ce que la vasopressine, c'est vraiment la magic bullet du choc septique? C'est ce qu'on va voir. Probablement pas. Et il y a un truc qui est vrai, et ça, personne ne dira le contraire, c'est ceux qui n'y croient pas vont continuer à ne pas y croire, et ceux qui y croient, un peu comme moi, vont continuer à y croire. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas dans la littérature de vrais bénéfices quand on étudie les larges études randomisées sur des critères extrêmement durs comme la mortalité. Pour autant, est-ce qu'on doit complètement jeter à la poubelle cette molécule? Probablement pas. Et la raison, c'est qu'il n'y a pas un seul vasopresseur qui remplira toutes les conditions qu'on demande. Alors, si on regarde un petit peu les données de la littérature, vous avez une première étude qui est parue en 2008 dans le New England, qui s'appelle l'étude VAST, qui a inclus 778 patients et qui ont randomisé finalement tous les malades qui étaient en choc septique avec une perfusion de noradrénaline depuis plus de 6 heures, avec une perfusion de plus de 5 microgrammes par minute. Alors, on va beaucoup parler en microgrammes par minute, en microgrammes par kilo par minute, rarement en milligrammes-heure. Donc voilà, il faut avoir un petit peu les idées un peu claires là-dessus. Et donc, ils vont randomiser vasopressine versus norépinéphrine. Et puis, quand on arrive à cette posologie seuil maximale de 0,03 unités par minute ou de 15 gamma par minute pour la norépinéphrine, on passait en open label de vasopresseur qui était donc de la noradrénaline. L'outcome principal, c'était la mortalité à 28 et à 90 jours. Et vous voyez, pas de bénéfice significatif, même s'il y a une tendance à ce qui est moins de mortalité. Cet essai clinique, finalement, ne démontrait pas de bénéfice sur la mortalité à l'utilisation de la vasopressine. Ce qui est important de comprendre initialement, c'est que là, on switchait éventuellement pour que de la vasopressine pure, si les gens n'avaient pas besoin de plus de 0,03 unités par minute, versus que de la noradrénaline pure, si les gens n'avaient pas besoin de plus de 15 gamma par minute. Et donc, il y avait également des études, des outcomes secondaires, notamment les dysfonctions d'organes. Il n'y avait pas de différence significative, mais tous allaient, en tout cas, dans le sens de l'utilisation
de la vasopressine, avec une petite tendance à avoir une petite tendance en faveur de la vasopressine, mais sans différence significative. En revanche, quand on s'intéressait finalement au état de choc septique qui était moins sévère, c'est-à-dire qu'il avait peu de défaillance d'organes, des lactates peu élevés, une posologie de noradrénaline peu élevée à l'inclusion, et bien là, on voyait sortir une différence en termes de réduction de mortalité à la faveur de l'utilisation de la vasopressine. Donc ça, c'était effectivement les premiers résultats intéressants de cette étude. Et vous aviez, en parallèle de cette étude-là, des éléments de safety qui montraient qu'effectivement, ça marchait, la vasopressine. La fréquence cardiaque était moindre qu'avec l'utilisation de norépinéphrine. Et donc, ça traduit un petit peu cet effet bêta qui n'est plus là. Et vous n'aviez pas d'adverse events comme l'ischémie mésentérique ou l'ischémie coronarienne ou encore l'ischémie digitale qui était un peu plus présente, mais qui n'était qui était réversible. D'accord ? Donc, à l'arrêt de la perfusion, finalement, il n'y avait pas eu d'amputation liée à la perfusion. Donc, il y avait des données de safety à l'utilisation. Donc, ça, c'était très bien. Et puis, finalement, en 2016, on a refait une autre étude parce qu'on s'est dit, il y a peut-être un bénéfice à finalement le faire plus tôt et on va peut-être pas, c'est peut-être pas significatif parce qu'on ne s'est pas intéressé à un outcome qui est, on va dire, qui est moins dur, mais qui est quand même relativement important, et c'est celui de l'insuffisance rénale aiguë. Et donc, cette deuxième étude a été réalisée en 2016, c'est l'étude VANISH, qui a la particularité d'être une étude factorielle, c'est-à-dire que les malades sont 2 fois randomisés, c'est-à-dire qu'il y a 2 strates, et ils ont inclus 409 patients en choc septique qui avaient des vasopresseurs perfusés, et ils les ont inclus dans les 6 heures, donc relativement précocement quand même. Et donc, la première strate de randomisation, c'est vasopressine versus norépinéphrine. Et la deuxième, quand finalement on n'arrivait pas à contrôler l'état de choc avec ces posologies maximales qui sont présentées ici, eh bien, on re-randomisait le malade et il pouvait avoir soit de l'hémisuccinate, soit un placebo. Et donc, vous avez bien sûr 4 groupes qui se constituent. Et dans l'outcome principal, donc, qui est l'absence de développement de kidney failure à 28 jours, eh bien, malheureusement, encore une fois, on n'observait pas de différence significative en faveur de la vasopressine. Et donc, la conclusion de cette étude, c'était que l'utilisation précoce de vasopressine, comparée à la norépinéphrine, n'améliorait pas l'outcome rénal. Par contre, ce qu'on voyait, c'est qu'effectivement, il concluait tout ça dans toutes les études, on arrive à baisser la dose de noradrénaline initiale quand on remplace ou quand on ajoute de la vasopressine. Donc, on sait que ça a un effet vasoconstricteur. Il n'y a pas de bénéfice sur des critères durs, mais on sait que ça va permettre de diminuer la posologie de norépinéphrine. Et donc, malgré ces études qui sont finalement décevantes en termes de réanimation de l'état de choc septique, puisqu'il n'y avait pas de bénéfice sur la mortalité, pas de bénéfice sur l'acute kidney injury, peut-être des bénéfices, j'en ai pas parlé, mais j'en parlerai un petit peu après, sur le recours à l'épuration extra-rénale. Eh bien, la Surviving Sepsis Campaign recommande toujours de démarrer la vasopressine lorsqu'on atteint des doses de noradrénaline comprises entre 0,25 et 0,5 gamma kilo par minute. L'avantage de tout ça, c'est qu'on n'observe pas non plus de major adverse events, et ça, c'est vraiment un point important de safety. Donc, du coup, finalement, pourquoi c'est pas à mettre à la poubelle cette molécule-là? Je vais vous donner, moi, en tout cas, mon ressenti et mes explications sur pourquoi il ne faut probablement pas jeter la vasopressine à la poubelle. Alors, si on s'intéresse finalement à l'histoire des vasopresseurs, il y a quand même une étude qui a fait date, c'est l'étude de Jill Elianan dans Lancet en 2007 qui s'appelle la CATS Study,
et qui a comparé un truc qu'on fait tous les jours, enfin qu'on faisait en tout cas avant, qui était norépinéphrine plus dobutamine versus épinéphrine dans le choc septique. Et donc, cette étude avait randomisé 330 malades en choc septique dans 19 centres français. Et soit les malades étaient dans le groupe norépinéphrine plus dobu s'il y avait besoin, soit dans le groupe épinéphrine, plus ou moins placebo, parce qu'il fallait rajouter un placebo pour être comparable. Et vous le voyez, sur les critères durs que sont la mortalité, aucune différence qu'on l'on fasse de la noradré plus de la dobu versus de l'adré seul. Aucune différence en termes d'efficacité, aucune différence en termes de safety. Pour autant, je vous le fais en 1000, la norépinéphrine est devenue finalement le first line agent de la réanimation du choc septique. Et même dans les groupes où finalement on pensait avoir un bénéfice, c'est-à-dire on se dit je vais mettre moins de drogue avec une action bêta, puisque l'adrénaline a une action bêta 1 et 2 importante, en tout cas un peu plus importante que la norépinéphrine, enfin que la noradrénaline, on pourrait s'attendre à avoir plus d'arythmie. Finalement, c'est quelque chose qui était assez relevant. Eh bien, regardez les résultats. Finalement, pas plus d'arythmie dans un groupe que dans l'autre. Et donc, finalement, on a quand même, sur les mêmes bases que pour la vasopressine, on a quand même préféré l'association noradrénaline dobutamine à l'adrénaline. Alors, il y a eu tout le contexte de l'augmentation, effectivement, du taux de lactate lorsqu'on perfuse de l'adrénaline. Mais bon, si c'est qu'un chiffre, finalement, est-ce que c'était vraiment très pertinent? Et lorsque on prend finalement des méta-analyses qui regroupent plus de 1200 patients, 12 études, on s'aperçoit effectivement qu'en termes de mortalité, il n'y a pas plus de mortalité si on utilise de l'adrénaline versus de la noradrénaline dans le contexte d'état de choc. Donc, ça remet vraiment en question de la relevance du critère de jugement principal qu'est la mortalité dans l'utilisation d'une drogue vasopressive. Et donc, est-ce qu'on peut dire que sur cet argument ça n'améliore pas la mortalité, on doit l'acheter à la poubelle? La réponse est clairement non. Et vous en avez un contre-exemple parfait. Donc, bien sûr, les current guidelines, c'est ça qu'il faut respecter. Et donc, elle est recommandée en première intention, la noradrénaline, mais la vasopressine est également recommandée en second agent, enfin un agent de deuxième ligne dans le choc septique. Mon deuxième top 5, c'est finalement l'aspect multimodal. Aujourd'hui, combiner des thérapies et avoir une approche multimodale, ça fait partie de notre job. C'est ce que vous faites tous les jours au bloc opératoire ou en réanimation pour les antalgiques. Personne aujourd'hui n'utiliserait plus que de la morphine pour traiter de la douleur en post-opératoire. Personne. C'est le cas, par exemple, pour les traitements du diabète. Plus personne n'utilise que de l'insuline ou que de la metformine. Ça n'a aucun sens. Souvent, les malades, on combine leurs traitements. Personne non plus n'utiliserait que des diurétiques ou que des bêta-bloquants ou que des IEC pour le traitement de l'hypertension. Ça va de soi. Il y a un cocktail de traitements parce que les cibles moléculaires et notamment récepteurs pharmacologiques sont différentes. Pour les chimiothérapies, pour les traitements anti-agrégants, pour les antibiotiques, pour les thérapies anti-rejet, etc., etc., etc. On ne peut pas continuer dans notre métier à être, entre guillemets, le parent pauvre et penser qu'on réanime un malade, notamment on contrôle sa pression artérielle, qu'avec un seul médicament. Et clairement, one drug cannot fit all. D'accord? Donc, on sait qu'il y a un vrai rationnel physiologique pour dire que dans l'état de choc septique, il y a des taux de vasopressine qui vont diminuer au cours du temps. Il faut limiter probablement la sécrétion, la sécrétion endogène et surtout de rajouter des catécholamines exogènes sur cet état de choc.
et limiter bien sûr donc les phénomènes de compensation adrénergique. Et finalement, mixer les vasopresseurs, c'est juste quelque chose qui a du sens. Le troisième point, donc ça c'était mon deuxième point, le troisième point, c'est que vous ne pouvez pas à l'heure actuelle prédire la réponse à la vasopressine. Et ça a été assez bien illustré dans une étude réalisée en 2018, où ils ont inclus 938 patients en choc septique. Ils ont mis, vous voyez, le taux de noradrénaline, donc 0,34 gamma kilo-minute à l'inclusion, et ils ont rajouté de la vasopressine à dose fixe à 0,03 unités par minute. Et ils évaluaient la réponse, finalement, une réponse favorable à la vasopressine, c'était que la pression artérielle moyenne restait supérieure à 65 mm de mercure après 6 heures qu'on ait débuté la vasopressine. Et vous aviez de façon concomitante, donc c'était bien un et, une diminution de la perfusion du vasopresseur catécholaminergique. Et donc, vous avez, là j'ai fait une petite erreur de recopiage, mais c'est bien, non, les responders, c'est 45%, et ici, bien sûr, c'est 65%. Qui ont 55%, pardon, qui n'ont pas répondu. Et effectivement, ceux, a fortiori, ça c'est pas besoin d'être un génie pour comprendre ça, ceux qui n'ont pas répondu, eh bien, étaient les plus gravement malades, et c'est ceux qui vont finir par mourir. Donc, tous les patients ne vont pas répondre, mais pour ceux qui vont répondre, l'histoire va être nettement améliorée. Et si on analyse un peu plus en détail les données de cette étude-là, vous voyez que si on regarde sur les dernières 24 heures, ils sont passés de 12 gamma par minute à peu près 20 à 25-30 lors de l'inclusion. Et puis, vous voyez très nettement deux groupes qui se détachent, et ça, c'est dans les premières heures. Hein. C'est-à-dire que dès que vous commencez à perfuser la vasopressine, s'il y a une réponse, et elle est assez immédiate, et vous voyez que dans les 3 heures qui suivent ou 2 heures qui suivent, vous avez une décroissance importante de la perfusion de noradrénaline ou de catécholamine en équivalent dose. De façon identique, alors c'est sûr qu'à l'inclusion, les malades qui sont plus malades, entre guillemets, seront les moins répondeurs. C'est-à-dire que plus la posologie de noradrénaline est importante, plus le taux de lactate est important, moins il faut espérer voir un effet magique de la vasopressine. Probablement que c'est déjà trop tard. Et donc ça, c'est ce qui est sous-tendu, c'est que finalement, quand vous mettez de la noradrénaline, de la vasopressine, pardon, vous avez une petite diminution de l'early death, et il y a certaines situations, ou en tout cas contextes qui sont un peu plus propices à une réponse favorable, c'est le contexte périopératoire ou chirurgical. Et ça peut s'expliquer de plusieurs manières, et je n'aurai pas le temps de rentrer dedans. Le quatrième point pour lequel moi je considère la vasopressine comme un médicament intéressant, c'est que il faut éviter la fibrillation atriale dans le sepsis. La fibrillation, donc c'est ce qu'ils appellent le NOAF, donc New Onset of Atrial Fibrillation. C'est à peu près 20 à 40% de vos patients qui sont en choc septique. Et ce qu'on sait, c'est que l'apparition d'une fibrillation atriale, elle est associée de façon indépendante à une augmentation de la mortalité entre 2 à 3,2 sur les effets relatifs. Et la fibrillation atriale, oui, c'est une conséquence assez fréquente finalement de votre choc septique. Alors, ces auteurs-là ont publié en 2017 finalement une étude sur 1782 patients pour lequel, vous voyez, il y avait 40% de patients qui avaient une fibrillation atriale, et c'était associé à un allongement de la durée de séjour en réanimation, à une augmentation de la mortalité de façon quasiment doublée. Et donc, ils ont établi un modèle
un modèle qui va prédire de façon journalière un peu cette survenue de FA. Et vous voyez que l'utilisation, bien sûr, de vasopresseurs et d'inotropes était partie intégrante de ce modèle avec un coefficient assez important. Et quand on prend finalement des méta-analyses qui étudient la vasopressine et l'incidence de la fibrillation atriale, eh bien très clairement, quand vous perfusez de la vasopressine, vous avez 23% de moins de fibrillation atriale lorsque vous utilisez la vasopressine en association à la noradrénaline pour les états de choc. Alors, c'est les états de choc distributifs. Et de façon intéressante, dans cette méta-analyse, alors qui mixe un peu tout, il n'y a pas que du choc septique, il y a du choc distributif aussi, donc vasoplégique, eh bien, vous voyez qu'il y avait une petite tendance également qui atteignait la significativité, mais bon, c'est une méta-analyse, en faveur de l'utilisation de vasopressine en plus de la catécholamine. Enfin, le dernier élément de mon top 5, c'est vraiment de protéger le rein. Donc là, les auteurs, en 2010, finalement, ils ont fait une étude post-hoc de l'étude VAST, donc la toute première que je vous ai présentée. Ils se sont intéressés à tous les malades qui ont présenté une insuffisance rénale, qu'ils ont gradé. Alors à l'époque, c'était en RIFLE, mais c'est un peu pareil que ce que vous connaissez, qui est le KDIGO, qui classifie finalement l'acute kidney injury en stage 1, 2 ou 3. Donc, stage 1, quand vous utilisez effectivement de la vasopressine, vous voyez le taux de créatinémie décroître, alors que quand vous utilisez de la norépinéphrine, c'est moins flagrant. Et les probabilités de survie dans ce groupe de patients qui a un KDIGO 1, une insuffisance rénale aiguë classée KDIGO 1, et bien vous voyez que la probabilité de survie est bien plus importante avec la vasopressine que la noradrénaline. Alors encore une fois, c'est une analyse post-hoc, etc. On peut discuter beaucoup de choses, mais il y a probablement un petit signal rénal, et notamment, il y avait beaucoup moins de recours à l'épuration extra-rénale avec l'utilisation de vasopressine. Par contre, ces effets s'abolissent quand vous avez déjà de l'insuffisance rénale gradée KDIGO 2 ou 3. En fait, probablement que les dommages sont déjà faits au rein et que l'association avec de la vasopressine ne change plus grand-chose sur l'outcome rénal. Et donc, quand on poule un peu tout ça, on s'aperçoit qu'effectivement, la vasopressine favoriserait la diminution de l'utilisation d'épuration extra-rénale et diminuerait l'incidence de l'insuffisance rénale aiguë. Encore une fois, c'est des méta-analyses où ils poulent plusieurs types d'états de choc. Vous voyez, il y a de l'état de choc septique, il y a de l'état de choc vasoplégique. Mais en tout cas, il y a potentiellement un petit signal rénal. Alors, la question essentielle qu'on se pose, c'est quand est-ce qu'on va commencer? Donc, je vous l'ai dit, la Surviving Sepsis Campaign, elle propose de commencer entre 0,25 et 0,5. Et donc, c'est ce qui va définir finalement ce que nous, on appellerait un état de choc septique réfractaire. Et la question, c'est est-ce que finalement, c'est pertinent, 0,25, 0,5 gamma-kilo par minute. Donc, vous voyez, ça fait des petites doses finalement de noradrénaline. Alors, est-ce que c'est important le seuil? Eh bien, oui, parce que si on s'intéresse aux malades finalement qui ont reçu de la noradrénaline dans les 24 premières heures, tous ceux qui ont au-dessus de 0,5, vous voyez, c'est les points rouges. Et il y a quand même une grosse tendance à la mortalité, quoi. Et finalement, à ce seuil-là, il n'y a qu'un quart des patients qui a reçu un deuxième vasopresseur dans les 24 premières heures, ce qui n'est pas énorme. Donc, on peut s'apercevoir que les guidelines sont bien là, mais finalement, peu de gens respectent stricto sensu cette donnée-là dans la guideline. Alors, on a un autre problème, et ça, c'est un problème franco-français, comme s'il n'en suffisait pas de cette problématique de quand est-ce qu'on met la noradrénaline, la vasopressine en plus de la noradrénaline. La problématique française, et je vais le détailler un peu plus, donc ça c'est une jolie lettre à l'éditeur de Marc Léon qui avait souligné l'importance de la composition de la noradrénaline.
Donc, normalement, dans toutes les études, on est censé parler en noradrénaline base. Donc, c'est la dose base. Nous, on parle toujours en noradrénaline tartrate ou bitartrate. Et la problématique, c'est que finalement, la noradrénaline tartrate, c'est 2 fois la dose de noradrénaline base. D'accord? Donc, pour un malade qui aurait 1 milligrammeur ou, je sais pas, 20 gamma minutes de noradrénaline aux États-Unis, eh ben, nous, c'est comme si on parlait en 40 gamma minutes ou 2 milligrammes. Donc, c'est vraiment une problématique et c'est une problématique qu'on avait, qui a été soulignée plusieurs fois, c'est qu'il y a même des trucs encore plus aberrants que ça. C'est-à-dire que le même manufactureur, donc le même fournisseur, qui est par exemple Aguetan, va vendre sous différents labels la même concentration en France et par exemple dans des autres pays qui seraient des pays anglo-saxons. Et ça, c'est un problème parce que avec la même quantité, on ne parle pas de la même chose. Et donc, du coup, il faut finalement un consensus d'experts qui va faire le tour un petit peu dans les pays de ce qui est fait pour qu'on parle tous de du même équivalent en norépinéphrine. Alors, c'est important parce que toutes les études maintenant à l'heure actuelle qui parlent de vasopresseurs parlent de ce qu'on appelle le norepinephrine equivalent dose, donc le NED, où vous voyez finalement on fait référence à une seule entité qui est la norépinéphrine et toutes les drogues qu'on pourrait utiliser qui sont connexes, on les reconvertit en norépinéphrine equivalent dose. Et ça permet de rendre finalement des études qui seraient faites dans d'autres pays et de gravité de malade un peu comparables. Et le problème, c'est qu'en France, notre référence, la nôtre, elle est finalement fausse, alors que dans tout le reste du monde, on va dire qu'ils font la bonne chose et donc ils parlent en norépinéphrine base. Et donc, c'est ce qui avait été souligné dans cet édito-là, qui est paru dans le JCVA, que dans tous les manuscrits, maintenant, il va falloir reporter en norépinéphrine base plutôt que noradrénaline simple. Le dernier point, c'est finalement, vous l'avez tous vu, il y a un certain nombre de malades qui vont avoir des profils de besoins de vasopresseurs qui sont différents au cours du temps. Vous avez le petit malade tranquille, et ça c'est une petite figure qu'on avait publiée, qui va être le malade qui va augmenter lentement mais sûrement, et puis finalement qui va franchir un tout petit peu cette espèce de seuil, et puis finalement il va avoir un choc contrôlé, il va évoluer plutôt pas mal. Et puis vous avez le malade qui lui va flamber direct, et il va faire un peu le skyrocket, donc il va augmenter très très fort ses doses de noradrénaline, et probablement que ce malade-là, si vous aviez démarré très très tôt la vasopressine, vous n'auriez peut-être pas eu cette évolution comme montré sur ce graphique-là. Et la difficulté, bien entendu, c'est à l'heure actuelle, c'est d'identifier quels malades précocement vont avoir besoin de vasopressine ou pas. Alors, dans cette étude, finalement, rétrospective multicentrique, ils se sont intéressés au début de vasopressine très, très tôt, après l'initiation, après le diagnostic de choc, donc moins de 3 heures et supérieur à 3 heures, c'est-à-dire on a initié la vasopressine après les 3 heures habituelles. Donc, vous aviez le sepsis bundle, le 1 hour sepsis bundle, donc antibiotiques, remplissage, émoc, lactate, etc. Et maintenant, vous avez un nouveau bundle qui est en train d'apparaître. C'est le bundle de l'ajout de deuxième ligne de vasopresseur très, très précoce. Et si vous ajoutez effectivement très précocement le deuxième vasopresseur, vous voyez que le temps au shock resolution, donc c'est-à-dire finalement le moment où le malade est sevré de ses amines, vous le divisez quasiment par 2. Et donc ça, c'est important. Donc ça, c'est ce que Mathieu Legrand avait publié très récemment dans Critical Care. Il y a ces différents profils de patients où finalement, on ne sait pas si on le met vraiment très tôt, très tard, et c'est toute la question. Probablement que plus on le fait tôt, mieux c'est, mais c'est difficile, en tout cas, d'après les études randomisées qu'on a, pour avoir une certitude. Le dernier point, c'est ça, c'est que si vous avez des grandes bases de données, vous voyez
1600 patients qui ont des chocs septiques et chez qui on a initié finalement de la vasopressine, et ben pour chaque augmentation de 10 gamma par minute, vous augmentez la mortalité de 20%. C'est-à-dire que si vous avez initié la vasopressine à un seuil de 10 gamma par minute, vous avez une mortalité qui est plus faible et qui va monter de 20% à chaque 10 gamma que vous passez en noradrénaline. Donc ça, c'est ce qui est la représentation et vous avez après un espèce de cut-off. Au-delà de 60 gamma par minute, finalement, il n'y a plus tellement d'importance. Les malades peuvent avoir 100 ou 120 gamma par minute de norépinéphrine, ça ne fait plus grand-chose. Mais vraiment, la diminution sur la mortalité, hein, je parle, mais la diminution de la mortalité et l'association précoce noradrénaline-vasopressine. Dernier point, et j'en terminerai sur ce topo, c'est la manière dont on sevrent la vasopressine. Alors, il y a eu pas mal de débats dans la littérature. Est-ce que je dois d'abord arrêter la noradrénaline ou d'abord arrêter la vasopressine? Dans cette étude qui a inclus finalement 2000 patients, si l'on sèvre donc en premier la vasopressine, donc c'est ce qui est intitulé VP1 ici, vous avez un taux d'incidence d'hypotension qui est nettement supérieur. Vous le voyez sur le trait du haut, là en trait noir. Donc, quand vous sevrez la vasopressine en première ligne. En revanche, donc c'est 42%. Et en revanche, quand vous sevrez la norépinéphrine avant la noradrénaline, vous n'avez plus que 14,2% de rebond d'hypotension, on va dire ça comme ça. C'est un peu un rebond d'hypotension sur le sevrage. Donc, probablement qu'avec ces études, qui ne sont pas des vraies études randomisées, prospectives, contrôlées, etc., probablement que l'ordre de sevrage des vasopresseurs doit d'abord être celui de la noradrénaline avant d'être la vasopressine. Mais la majorité des équipes qui utilisent ces deux drogues effectivement, vont sevrer la norépinéphrine jusqu'à un certain seuil, par exemple un seuil assez bas de 5 à 10 gamma par minute, et puis ils vont ensuite sevrer la vasopressine. Et en termes de coût-efficience, je pense que c'est probablement comme ça qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'une fois que vous arrivez à ce seuil de noradrénaline, vous commencez à sevrer la vasopressine de façon progressive. Donc voilà comment nous, dans notre CHU, on utilise la vasopressine. Premièrement, on a protocolisé l'administration et malheureusement, je constate que ce n'est pas encore toujours le cas. On met encore parfois trop tard la vasopressine et vraiment pour essayer, si on y croit un minimum, c'est probablement pas trop tard qu'il faut le faire. Il faut le commencer précocement et il faut commencer à un seuil qui est relativement bas parce que dans la première étude que je vous ai montrée, l'étude VAST, ça marche mieux chez les malades qui sont le moins choqués. Donc évidemment, quand vous avez un malade gravissime et tout, n'espérez pas de ce médicament que ce soit un médicament miracle. Et puis, ce qui va vous arriver, c'est « Ah bah oui, mais le malade, il a guéri, pas parce que tu as maillé la vasopressine, mais parce qu'on a contrôlé le choc, etc. » Et en fait, ça, c'est une supposition que vous ne pouvez pas faire. Peut-être si on n'avait pas mis la vasopressine, le choc se serait emballé, bon, etc. On n'en sait rien. Ce qui est important, probablement, c'est d'évaluer le profil de réponse à la noradrénaline et des besoins en noradrénaline de votre patient. Si très rapidement, vous avez besoin de monter dans les 3 premières heures, il ne faut pas hésiter à starter la vasopressine. Comment on fait? Donc, on commence, il y a 3 paliers. En tout cas, nous, on a déterminé 3 paliers. Donc, le 0,01 par minute, le 0,02 et le 0,04. Nous, on va rarement au-delà de 0,04 parce que pour le coup, après, on a beaucoup les effets secondaires et pas tellement de bénéfices. Et on up titrate à peu près toutes les 10 minutes. Donc, c'est un peu moins on-off que la noradrénaline, mais ça reste maniable.
Et probablement, quand vous commencez à stabiliser la tension, il va falloir commencer à sevrer la noradrénaline avant de penser à baisser la vasopressine. Donc, les take-home message de ce topo, donc, il y a un vrai rationnel physiologique à utiliser la vasopressine puisqu'il y a une déficience en vasopressine dans le choc septique. C'est un profil qui est plutôt rassurant en termes de safety. C'est absolument logique d'utiliser des thérapeutiques qui sont multimodales pour traiter l'hypotension. Toutes les autres molécules, pour toutes les autres pathologies le font. Je ne vois pas pourquoi l'anesthésie et réanimation serait une exception à cette stratégie multimodale. Et notamment, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle le catécholamine sparing et donc la décatécholamination du choc septique ou du sepsis grave. Probablement ne pas démarrer trop tard, ça c'est vraiment le message. Trop tard, c'est trop tard en fait. C'est pas, il n'y a pas à espérer que ça va réverser un processus qui est de façon engagé de façon trop importante vers la défaillance d'organes. Et la vasopressine ne se limite pas bien sûr à l'état de choc septique. Le dernier point, et je termine ma présentation avec ça, c'est que finalement, la combinaison noradrénaline, vasopressine, c'est seulement le début, même si finalement, ça a été réalisé il y a plus d'une dizaine d'années. Ce qui va, et en tout cas ce qui est en train d'apparaître, on le voit bien dans les différentes études, c'est la combinaison des vasopresseurs et les cocktails, parce qu'ils ont tous des actions différentes et probablement que quand on saura mieux les identifier, peut-être avec du point of care sur des dosages très précis, on pourra adapter le type de vasopresseur par patient pour faire une médecine personnalisée. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe, pour cette trop belle présentation. Les diapos, je pense qu'on voudrait tous en faire des aussi jolies que toi. Je donne la parole à nos participants hors Toulouse ou hors cette salle pour les premières questions, peut-être. Ouais. N'oubliez pas d'ouvrir vos micros parce que je les avais arrêtés pour éviter les bruits parasites. Des questions? N'hésitez pas. J'ai une question. Dans votre protocole à Nancy, ouais. Dans votre protocole à Nancy, c'était Baptiste, compagnon. Dans votre protocole à Nancy, est-ce que quand vous débutez à 0,25 gamma km la vasopressine, c'est pour tout patient malgré une volémie encore non corrigée ou vous attendez que la volémie soit corrigée avant de débuter la vasopressine? Alors, je partirais du postulat qu'effectivement, c'est pour des malades qui sont adequately resuscitated, comme on dit, donc qui ont une volémie optimisée. J'en ai pas parlé parce que je me suis vraiment cantonné à l'état de choc septique, mais par exemple, il y a des travaux dans le choc vasoplégique, notamment post-CEC, post-cardiotomie d'une manière générale en chirurgie cardiaque. Il y a des travaux sur le choc hémorragique et de façon assez surprenante, ils ont fait un JAMA avec ça. Ça marche et ça permet de réduire la transfusion. Pour autant, c'est des états où, a fortiori, l'hypovolémie peut être vraiment prédominante sur les traumas parce qu'on sait qu'ils saignent et donc ils sont hypovolémiques. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas quand le malade il n'est pas optimisé sur le plan de la volémie. Ça, je pense pas que ce soit une attitude potentiellement correcte. Reste la vraie question de la défaillance myocardique. Faut-il ou pas l'utiliser? C'est à double tranchant. Quand on met trop de vasopressine et pas assez de noradrénaline, on n'a pas assez d'effet bêta-1 et ça peut être un problème sur le débit cardiaque. En tout cas, ce que je préconise, moi, c'est que tout malade que vous mettez sous vasopressine, probablement, il doit avoir le minimum standard de la réanimation, c'est-à-dire au moins une écho-cœur, qu'on soit sûr qu'il n'ait pas un débit dans les chaussettes et au mieux, quand même, a fortiori un monitorage hémodynamique. Ça répond à vos questions? Ouais, merci beaucoup. D'autres questions parmi les participants? Peut-être.
Moi, j'avais quelques questions. C'est vrai que nous, on a implémenté la vasopressine très récemment, ça fait moins d'un an, parce qu'on a eu des difficultés d'accès et on y a eu accès grâce à nos confrères de chirurgie cardiaque, justement, qui l'ont utilisé plus précocement que nous dans le cadre des CEC, des vasoplégies post-CEC, etc. Et à partir de là, nous, on l'a implémenté en service avec un protocole, effectivement, écrit avec des conditions de monitorage strictes, c'est-à-dire que pour nous, on a dit qu'on mettait un monitorage du débit cardiaque en continu, comme ça nous permettait d'avoir quelque chose de très fixe. Sur des questions de volémie et d'optimisation du débit cardiaque également, avec des cut-offs effectivement de dépendance à la noradrénaline plus élevée, mais avec la nuance que nous connaissions, donc ça me fait assez... que nous connaissions sur la différence entre la noradrénaline base et la noradrénaline tartrate. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que ce matin, on a partagé avec les internes le fait que, attention, parce qu'en France, ce n'est pas la même noradrénaline que celle qu'on parle dans la surviving. Donc voilà, mais c'est vrai que nous, notre cut-off, vu que c'était un début d'utilisation, on a fait à 1,2 gamma kilo minute, qui est quand même au-dessus du 1, l'équivalent 1 gamma kilo minute du 0,5 de la surviving, parce qu'on avait besoin de s'habituer à cette molécule et c'est peut-être une erreur de notre part. Il va peut-être falloir qu'on réfléchisse à mettre ce seuil plus bas, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai vu que sur tes diapos, tu parlais en fait du taux de vasopressine physiologique ou du taux de réponse de sécrétion de vasopressine, notamment, c'était première diapo, dans les états de choc. Ouais. C'est vrai que nous, ça nous arrive de mettre par exemple des ECMO sur des chocs vasoplégiques liés aux inhibiteurs calciques, etc. Quel est ton avis sur ce type de vasoplégie extrême et de choc réfractaire? Est-ce que tu as notion de quelle est la sécrétion endogène de vasopressine chez ces patients, d'autant que, a priori, si les récepteurs sont saturés, ils ne vont pas répondre, c'est ce que tu nous as dit. Qu'est-ce que tu penses de ce type de situation, toi? Tu t'en utiliserais ou pas? Alors, bonne question. Je t'avouerai qu'en toxicologie, j'ai aucune idée de la valeur de vasopressine dans une intox, par exemple, aux inhibiteurs calciques. Après avoir fait le minimum vital, le chlorure de calcium, etc., si vraiment ça ne répond pas à la noradrénaline ou même à l'adrénaline, hein, la question, c'est peut-être plus de la suppléance par ECLS que la vasopressine, mais ça ne me semble pas complètement déraisonnable d'essayer en tout cas. Il y a quand même dans la littérature un certain nombre d'éléments, par exemple dans des chocs vasoplégiques extrêmement intenses comme celui du choc anaphylactique. Il y a eu quand même beaucoup de cas cliniques décrits de l'utilisation d'autres vasopresseurs, on va dire, qui sont non catécholaminergiques, par exemple le bleu de méthylène, par exemple la vasopressine, avec des succès cliniques importants. Donc, se priver de ça, en tout cas, se priver d'essayer la vasopressine, c'est quand même moins cher que l'ECMO, il faut le reconnaître. L'ECMO n'est pas dénué de complications. Moi, si on est sûr que c'est plégique, et là, a fortiori, si tu as une intox aux inhibiteurs calciques, le fait que le mécanisme d'action, c'est de faire rentrer du calcium en intracytoplasmique, ça ne me semble pas complètement aberrant de l'essayer, en tout cas. C'est vrai que nous, on essaye de se limiter au cadre strict parce que, comme je t'ai dit, on est assez néophyte dans son utilisation et on essaie d'être assez rigoureux pour éviter d'avoir... Mais tu sais, je vais pas te le cacher, hein, il y a des membres de mon équipe là, qui sont là aussi, qui suivent la discussion, mais nous aussi, clairement, on ne l'utilise pas assez. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris le tournant peut-être à l'américaine et peut-être par excès aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est extrêmement dur de trouver tu vois, le juste milieu, quoi, hein. Quand on débute avec une drogue, évidemment, quand on l'utilise trop tard, on dit ouais, bah, c'est de la merde, ça ne marche pas. Donc ça, c'est la première des réflexions, oui, mais ça ne marche pas. Et puis quand on est enfin nous, c'est vrai qu'on parle beaucoup à tort, hein, mais en milligrammeurs. Hein, vous aussi? Rassure-nous aussi. Alors, c'est l'avantage. Vous me faites plaisir, super. Mais c'est vrai que quand on dit ouais, on est à moins de 2 mg/h, oui, c'est un chocouille, on va pas dégainer. Oui, voilà. Mais c'est probablement là où on a tort. Parce que l'ensemble des études montrent que c'est de traiter ces chocs qui sont entre guillemets légers. Parce que
faut quand même être honnête, c'est qu'on a du mal à évaluer ceux qui vont vraiment partir en torche dans les heures qui viennent. Et souvent, c'est à la transmission à la garde. On s'aperçoit le matin, ah bah tiens, il a pris on est à 4 mg là, bah tiens. Et en fait, c'est ça le problème. C'est qu'on a laissé un peu courir. Les infirmières sont un peu en autonomie parfois sur l'augmentation de la noradrénaline et parfois oublient d'appeler le docteur la nuit. Et en fait, ça court. Et puis le malade, il n'est plus tout à fait égal à ce que tu l'as laissé le soir en allant te coucher, quoi. Et c'est probablement sur ces malades-là qu'on a le plus de bénéfices, très clairement. Ce n'est pas celui qui a déjà 20 mg/h de nord, qui a 16 de lactate. Celui-là, ça ne sert presque à rien de débuter. C'est voué à l'échec.